Le lancement des travaux de bitumage de l'axe Danané, frontière de la Guinée, a été lancé par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Coût des travaux près de 20 milliards de francs CFA. Ils seront financés par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. L'élection présidentielle du 25 octobre prochain ici en Côte d'Ivoire, le Conseil national de la presse a organisé une cérémonie de tirage au sort devant déterminer lors de publication des messages des candidats dans les organes de presse des services publics. Le gouvernement congolais a annoncé hier lundi lors d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État la tenue le 25 octobre prochain du référendum en vue de changer la constitution, ce qui permettra au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en 2016. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, était l'invitée d'honneur du gala de bienfaisance organisé par la princesse Lala Salma du Maroc le week-end dernier. Les retombées de ce dîner gala dénommé Un don pour la vie vont servir à la construction d'un hôpital d'oncologie dans la région de Marrakech. Abiba Dambélé Saoué. Arrivée le 2 octobre à l'aéroport international Marrakech-Ménara, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie au pavillon royal par son Altesse la princesse Lala Salma du royaume chérifien. Après un entretien de quelques minutes, la délégation de la première dame a été installée à sa résidence royale de Stinia. C'est donc à l'invitation de son Altesse royale la princesse Lala Salma, présidente de la Fondation Lala Salma, prévention et traitement des cancers, que Mme Dominique Ouattara, première dame et présidente de la Fondation Children of Africa, a participé le samedi 3 octobre à un dîner gala à Marrakech, au sud du Maroc. Dénommé Un don pour la vie, ce dîner gala a été organisé au profit de la construction du centre régional d'oncologie de Beni Mellala. C'est situé à 200 km de Marrakech. Pour cette noble cause, 500 invités de presque tous les domaines sont venus des 4 coins du monde. En première ligne, Mme Dominique Ouattara, invitée d'honneur. Pour ce rendez-vous majeur, la Fondation Lala Salma a redonné vie au monument historique édifié au XVIe siècle, le palais Badi, avec un décor magique et grandiose, rythmé de couleurs et de lumière. 10e anniversaire de cette fondation, sur fond d'espoir. J'ai voulu absolument venir soutenir mon amie, la princesse Lala Salma, qui, comme vous le savez, se bat pour lutter contre le cancer. Elle organise un dîner gala pour recueillir des fonds pour construire un hôpital. Et vraiment, elle a tout mon soutien. C'est une bonne chose, surtout qu'il s'adresse aux enfants qui sont malades. Et comme vous le savez, tout ce qui touche les enfants me touche énormément. Dans son message, son Altesse royale, la princesse Lala Salma, a partagé avec l'assistance son grand espoir pour les malades du cancer, les faire renaître, leur redonner le goût de la vie. Par ailleurs, son Altesse royale a tenu à témoigner en toute fierté ses encouragements à la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, et à Mme Bernadette Chirac, ex-première dame de France. L'Orchestre philharmonique du Maroc et des voix puissantes du Moyen Atlas marocain ont amplifié la note d'espoir pour les malades du cancer. Le tout enrichi par un défilé de caftans, robes marocaines, des pièces uniques et somptueuses conçues par les plus grands créateurs du royaume. La vente aux enchères de la soirée aura rapporté environ 9 milliards de francs CFA. Devant tant de générosité, son Altesse royale a décidé de construire 2 hôpitaux au lieu d'un seul. Rappelons que la princesse Lala Salma était l'invitée d'honneur de la première dame lors du dîner gala de la Fondation Children of Africa en mars 2014 au profit de l'équipement de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Nous vous le disions dans nos titres, le lancement des travaux de bitumage de l'axe Danané, frontière de la Guinée, a été effectué par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Coût des travaux, près de 20 milliards de francs CFA. Sidonie Wakadavila. 47,6 km, c'est la longueur de l'axe Danané, frontière Guinée. Ce premier coup de pioche donné par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan lance le démarrage des travaux de bitumage. Cette route est une route mythique, une route historique que les populations attendent depuis plusieurs décennies.
Danané est naturellement une ville carrefour, plein de potentiel. La seule chose qu'il reste pour que Danané atteigne l'apothéose de son développement, c'est que Danané puisse être accessible. Le bitumage de la route Danané frontière Guinée fera gagner du temps aux populations d'An et Malinké. Là où elles mettaient plus d'1 heure pour arriver, elles feront près de 30 minutes dans 20 mois. Elles ont exprimé leur gratitude pour cet acte de portée historique. Comme on le dit chez nous ici, Alassane y a peu, Alassane y a que. Ce qui veut dire Alassane a dit, Alassane a fait. Je voudrais remercier tout le gouvernement pour ce travail qui va commencer aujourd'hui. Nous voyons peut-être le volet infrastructure, mais je le dis, c'est le début de l'émergence pour Danané. La réalisation de ce projet entre dans le cadre d'un programme d'aménagement des routes et la facilitation du transport au sein des pays du fleuve Mano. Elle vise à promouvoir les échanges commerciaux et à améliorer les conditions de vie des populations de cet espace économique. L'événement qui nous réunit aujourd'hui revêt une signification particulière. Il s'agit non seulement d'un acte majeur de développement socio-économique, mais également et surtout un levier de cohésion et de rapprochement des peuples frères et amis de Côte d'Ivoire et de la Guinée. Un acte qui ouvre une nouvelle ère dans le processus d'intégration socio-économique et la libre circulation des biens et des personnes dans notre sous-région ouest-africaine, à la fois donc de la Mano River, mais aussi donc de la CEDEAO. La construction du tronçon Danané frontière Guinée et ensuite Lola permettra la réalisation d'une route transafricaine de la Guinée au Nigeria en traversant la Côte d'Ivoire par Yamoussoukro et Abidjan et valorisera encore mieux le corridor Abidjan-Lagos en passant par Accra, Lomé et Cotonou. En même temps, il s'agit de la concrétisation d'une promesse faite par le président de la République à l'occasion de sa visite d'État à l'ouest de la Côte d'Ivoire du 1er au 4 mai 2013. Financé à hauteur de 19,760 milliards de francs CFA par la Banque africaine de développement, l'institution salue les efforts déployés par le gouvernement en matière de développement. La Côte d'Ivoire fait son entrée dans le top 10 des économies africaines les plus compétitives. Ce classement est le fruit de la performance de l'économie ivoirienne qui gagne 24 points sur le classement mondial. Adama Kodé. La Côte d'Ivoire, parmi les pays les plus réformateurs au monde selon le classement Doing Business, information donnée il y a quelques mois. La Côte d'Ivoire, parmi les pays africains à forte progression économique, selon le classement du Forum économique mondial. Nouvelle tombée il y a 5 jours. Les performances réalisées par la Côte d'Ivoire ne passent pas inaperçues au niveau des grandes instances économiques mondiales. Dans son rapport 2015-2016 sur la compétitivité dans le monde, le Forum économique mondial classe la Côte d'Ivoire au 8e rang des économies africaines les plus compétitives. Le pays faisant ainsi son entrée dans le top 10 des économies les plus dynamiques du continent. Ramenée à l'Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire occupe le 1er rang. D'une manière générale, dans le classement mondial, le pays a gagné 24 places en passant de la 115e position à la 91e sur 140 pays. C'est en 2004 que l'indice mondial de la compétitivité a été créé. Il mesure la compétitivité d'un pays en fonction d'une centaine d'indicateurs rassemblés en 12 catégories, notamment l'environnement des affaires, la qualité des institutions et celle des infrastructures, l'éducation, la taille du marché et le développement technologique et l'innovation. Il est clair que la Côte d'Ivoire doit son entrée dans le top 10 africain aux profondes réformes dans l'environnement des affaires, les réalisations enregistrées dans les grands travaux, le développement de son marché avec la percée d'une classe moyenne et les performances réalisées par le système éducatif, entre autres. Adama Koné. La fondation Mo Ibrahim a publié hier lundi l'édition 2015 de son classement de la bonne gouvernance. Et comme chaque année, il y a les bons et les mauvais élèves. L'île Maurice, le Cap-Vert et le Botswana sont cette année encore en tête du classement Mo Ibrahim, et ce, malgré une légère baisse des indicateurs. La Côte d'Ivoire, elle, s'améliore sur tous les plans. Le pays a enregistré la plus forte progression du classement 2015.
Liberté de la presse en Afrique, mythe ou réalité est le thème du colloque international d'Abidjan organisé par le ministère de la Communication. La rencontre a débuté hier à Sofitel, hôtel Ivoire. Il réunit plus de 150 participants nationaux et internationaux composés d'experts, de journalistes et de partenaires au développement. Hamza Diaby. À travers ce colloque international d'Abidjan sur la liberté de la presse, le ministère de la Communication offre au continent africain tout entier une plateforme d'échange pour sensibiliser les consommateurs des produits de médias sur l'importance et la nécessité de l'existence d'une presse libre et indépendante. C'est surtout le lieu pour approfondir la réflexion sur la thématique presse libre et développement en Afrique. D'une manière générale, c'est dans les pays du tiers-monde et singulièrement en Afrique que la cohabitation de la presse avec les principaux pouvoirs, notamment exécutifs, législatifs et judiciaires, est souvent source de conflits. Cela découle de ce que le rôle majeur d'une presse libre n'est pas toujours bien perçu. Ici et là, dans ces pays encore confrontés au sous-développement. Pourtant, les liens de causalité entre le développement d'une société moderne, dynamique et ambitieuse, et une presse libre sont aujourd'hui partout visibles dans le monde. Tout le continent africain attend de ce colloque des suggestions et des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre facilitera davantage l'exercice du métier de journaliste et donnera plus de sens à la liberté de la presse dont vous êtes les garants. Et pour indiquer des pistes afin de donner un contenu à la liberté de la presse sur le continent, ils sont venus de partout en Afrique, ces journalistes, chercheurs spécialisés, représentants d'institutions internationales et experts. Nous sommes en train de connaître une certaine évolution sociale qui fait en sorte que nous n'avons pas encore atteint vraiment l'apogée, mais nos sociétés commencent à être des sociétés plus ou moins démocratisées. Et à la longue, je pense que, on ne pourra jamais l'avoir à 100% parce que toute liberté est une liberté encadrée. Mais au moins, je pense que la liberté de la presse, ça ne peut pas être considéré comme un mythe pour nous. Moi, je suis journaliste et j'y crois. Au sortir de ce colloque, le ministère de la Communication entend réussir à mettre en place des instruments de mobilisation de l'opinion publique nationale et internationale pour que les journalistes et les professionnels des médias africains ne soient plus seuls face à un pouvoir oppresseur. Les résolutions et la déclaration d'Abidjan pourrait également mettre en place un code de protection du reporter africain. Et ce communiqué avant de poursuivre cette édition, la commission électorale indépendante procède ce mardi 6 octobre depuis 11h à son siège d'Abidjan de Plateau à la remise officielle à chacun des 10 candidats ou leurs représentants des documents électoraux suivants. Le spécimen des bulletins de vote, la liste électorale définitive sur support électronique et des affiches. La commission électorale indépendante prie donc tous les intéressés à prendre toutes les dispositions pour honorer de leur présence cette importante étape du processus électoral. La haute autorité de la communication audiovisuelle ACA a reçu hier lundi à son siège les représentants des candidats à l'élection présidentielle. Les échanges ont porté sur les modalités de la couverture médiatique de la campagne, les procédures de saisie et de droit de réponse et les normes techniques pour la réalisation des prêts à diffuser des candidats. Alexis Ouedraogo. Pour que les candidats soient en phase avec les médias, la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle ACA a réuni ce lundi à ses bureaux tous les représentants des postulants au fauteuil présidentiel. Nous savons que les moments que nous nous apprêtons à vivre sont parfois et même souvent propices aux tensions et aux confrontations. La tâche qui incombe à chacun de nous est de faire en sorte qu'il en est le moins possible. Chaque acteur peut et doit faire preuve de bonne volonté pour que la période soit certes intense mais digne. Pour sa part, la ACA s'y emploiera avec l'aide de tous. La ACA entend veiller à l'égal accès des candidats aux médias de service public. Première disposition, à compter du 9 octobre, date de démarrage de la campagne, chaque candidat aura droit à 2 minutes de reportage quotidien dans le journal télévisé
et 1 minute 30 à la radio. Deuxième disposition, une émission face aux électeurs. 90 minutes devraient permettre aux 10 candidats de présenter leur projet de société. À cela s'ajoutent les prêts à diffuser de 5 minutes pour la télévision et 7 minutes pour la radio, conçus par les candidats et validés par la ACA avant d'être diffusés selon l'ordre de la liste publiée par le Conseil constitutionnel. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle peut être saisie à tout moment et par tout intéressé. En cas de saisine, le plaignant devra préciser le nom du service audiovisuel mis en cause, la date et l'heure de diffusion de l'émission incriminée, le titre de l'émission et bien entendu l'objet de la saisine. Sur ces points, les représentants des candidats ont fait des recommandations notées par la ACA. La Haute Autorité a exhorté les candidats au respect de la souveraineté nationale, de la dignité humaine et à la préservation de l'ordre public. Les candidats et leurs représentants doivent s'interdire d'inciter à la haine, à la xénophobie et à la violence, de tourner en dérision d'autres candidats ou leurs représentants, d'appeler à des fonds pour financer leur campagne. L'occasion aussi pour le directeur général de la RTI de présenter le dispositif pratique de sa structure. La RTI mettra tous les moyens à disposition de ses équipes afin de pouvoir permettre à chacun des candidats, quel que soit le lieu en Côte d'Ivoire où il choisira de mener des activités, que nous allons couvrir cette activité et que cette activité sera communiquée aux Ivoiriens. Un peu plus de 2 heures, c'est le temps qu'aura mis cette rencontre saluée par les représentants des candidats. C'était une réunion utile et je pense qu'elle a été constructive. C'est ça le plus important. Et je voudrais remercier la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Nous avons eu un certain nombre de dispositions techniques, de dispositions tactiques et des modalités pratiques. Ça nous permet effectivement d'aborder ces questions-là avec beaucoup de sérénité. Nous avons participé à une réunion qui s'est déroulée dans un esprit de sérénité. Nous pensons que ça va contribuer à faire de ces élections des élections très apaisées, transparentes sans doute et acceptées par tous. La rencontre a pris fin avec la visite des locaux aménagés en vue d'un monitoring efficace des passages des candidats lors de cette campagne électorale. Élection présidentielle du 25 octobre prochain ici en Côte d'Ivoire, on en parle toujours. Le Conseil national de la presse CNP a organisé une cérémonie de tirage au sort devant déterminer l'ordre de publication des messages de candidats dans les organes de presse des services publics. Cette cérémonie a eu lieu hier au siège du CNP. Michel Digré. C'est à partir de ce 12 octobre que les organes de presse écrite de services publics que sont Fraternité Matin et l'Agence ivoirienne de presse commenceront à diffuser les messages des 10 candidats de la présidentielle. L'ordre de publication a été dévoilé après un tirage au sort effectué en présence des représentants des candidats et d'un huissier de justice. En première position, M. Alassane Ouattara. En seconde position, Monsieur Afi Nguessan Pascal. En troisième position, Monsieur Conan Kouadio Siméon. En quatrième position, Madame Lagou Adjoa Henriette. En cinquième position, Monsieur Amara Essi. En sixième position, Monsieur Kouadio Conan Bertin. En septième position, Monsieur Nyangbo Kakou. En huitième position, Madame Kwangwa Jacqueline Claire. En 9e position, Monsieur Mamadou Koulibaly. Et enfin, en 10e position, Monsieur Bani Konan Charles. Le Conseil national de la presse a donné un aperçu de la couverture médiatique de la campagne par les 2 organes de presse de service public. Un message par jour et l'espace consacré, c'est la pleine page. Au-delà de cet espace, Fraternité Matin et l'AIP ont prévu également des espaces pour les comptes rendus des activités des candidats. Je voudrais, pour finir, encourager l'ensemble des organes de presse et des services publics à demeurer dans la dynamique instituée depuis la publication par le Conseil constitutionnel de la liste des candidats retenus et vous inviter à respecter avec beaucoup de rigueur
les règles et recommandations qui encadrent le traitement des candidats et de leurs activités. C'est le décret du 9 septembre 2015 qui fixe les modalités d'accès aux organes officiels de presse des candidats à l'élection présidentielle. Il stipule en son article 6 qu'à compter de l'ouverture de la campagne électorale jusqu'au jour du scrutin, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les émissions et publications consacrées à la campagne électorale. Et nous allons toujours rester en politique. Les membres de la direction centrale de campagne du RHDP chargés de la société civile étaient samedi dernier à la Bourse du Travail. Avec eux, 150 ONG qui, séduites par les actions du candidat Alassane Ouattara, ont décidé de le soutenir. Michel Mambo. Folle ambiance ce samedi matin à la Bourse du Travail à Trècheville. Plus de 150 associations et autres organisations de la société civile se sont donné rendez-vous pour apporter leur caution à Alassane Ouattara, candidat du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Pour quitter à Congo, à Ouangolo, pour venir avec un camion de bétail, il fallait donner 900 000 francs au chauffeur, faux frère. Donc aujourd'hui, ces gens n'avaient payé que 30 000 francs pour arriver à la station informatique. Le camion du charbon, bon champ pour arriver à Abidjan, il fallait le mettre 300 000 francs au chauffeur. Là aujourd'hui, ce camion de charbon ne paye que 20 à 25 000 francs pour arriver à Abidjan. Autant d'arguments qui justifient le choix de la plateforme du sursaut national de la société civile pour la Côte d'Ivoire émergente. Un choix judicieux selon la direction centrale de campagne chargée de la société civile. Un des premiers actes qu'a posé le président de la République, c'est la rénovation de l'université, des universités et la décision de créer de nouvelles universités dans certaines régions. En matière de santé, c'est la couverture médicale universelle, c'est la réhabilitation de certains CHU, de certains dispensaires. Et en matière d'infrastructure, je crois que le bilan parle. Plus que 22 jours pour la présidentielle en Côte d'Ivoire, cette forte mobilisation est donc le lieu de rappeler aux électeurs que seul doit prévaloir lors de ce scrutin l'intérêt de la nation. L'appel à lancer à tous les électeurs, à tous les Ivoiriens, qu'ils aiment Alassane ou qu'ils ne l'aiment pas, c'est que nous sauvegardons la paix sociale. Lecture de la motion de soutien, témoignage édifiant, puis les différents directeurs de campagne peuvent se retirer pour attendre impatiemment le top départ de la campagne électorale. La délégation départementale du PDCI-RDA de Dabakala vient d'effectuer sa rentrée politique et c'est le centre culturel de la ville qui a abrité la cérémonie marquée par une conférence. Plus de détails avec Thérèse Tapeyoboué. Renforcer les connaissances des militants sur le fonctionnement actuel du PDCI-RDA, mettre en rang de bataille les militants, c'est l'objectif visé par la délégation départementale du PDCI-RDA de Dabakala qui vient d'effectuer sa rentrée politique. Une rentrée marquée par une conférence ayant pour thème « Organisation et fonctionnement du PDCI-RDA depuis le dernier congrès ordinaire » et le rôle du secrétaire général de section du PDCI. Nous avons entrepris une sorte de campagne d'information et de formation des militants. C'est ce que nous avons essayé de faire en leur disant quel était le rôle et les missions de chacune des structures, n'est-ce pas, que nous avons mises en place. Donc ça s'est très bien passé, je dois le dire. J'ai été véritablement impressionné parce que j'ai vu par l'assistance. Le PDCI existe bel et bien à Dabakala. Il n'a pas bougé d'un pouce. Et malgré tout ce qui a pu être dit, toutes les difficultés que les militants ont eues, eh bien, il reste, n'est-ce pas, militant du PDCI-RDA. Face à la grande mobilisation des militants, Alassane Ouattara, délégué départemental, a fait savoir que le peuple d'Imini Diamala reste attaché à son parti et se dit prêt à voter le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, le 25 octobre prochain. Et tout à fait autre chose. À présent, la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire a organisé le samedi dernier dans la commune de Koumansi la 4e opération de zéro déchet de sachets plastiques dans nos rues. Objectif, soutenir les actions du gouvernement ivoirien, bien sûr, dans ce domaine. Connu par Gassoro.
Zéro déchet de sachets plastiques dans nos rues. C'est l'opération initiée par la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire, CCILCI. Objectif, sensibiliser la population sur les dangers liés à la présence des déchets de sachets plastiques dans les rues du district d'Abidjan. À travers cette opération, la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire entend appuyer les actions du ministère de l'Environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable contre la pollution de l'environnement par les déchets des sachets plastiques. Nous voulons sensibiliser sur la nécessité de ne pas laisser traîner les sachets plastiques dans les rues parce que ces sachets plastiques-là, en les ramassant, non seulement on résout un problème écologique, mais en plus, ces sachets-là ont une valeur marchande, une valeur financière. Donc, on développe l'économie, on crée des emplois. L'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie libanaise de Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de l'Agence nationale de la salubrité urbaine, ANASUR. Cette action est une action citoyenne et Madame le DG de l'ANASUR a toujours dit que la salubrité est l'affaire de tous. C'est en cela que nous sommes ici pour appuyer les actions de sensibilisation et d'opération de ramassage de déchets plastiques. Après les communes d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody et de Koumassi, l'opération Zéro déchet de sachets plastiques dans nos rues sillonnera les autres communes du district d'Abidjan. Le programme présidentiel d'urgence PPU vient de soulager les populations de Kwadio-Miankro. Ce village a désormais de l'eau potable. Il est également connecté au réseau électrique national grâce au PPU. Soro Corona, Kades Godogo, RTI Boaké. L'eau potable est désormais une réalité à Kwadio-Miankro, village de la commune de Boaké. Les femmes de ce village ne vont plus parcourir de longues distances à la recherche d'eau, source de vie. L'accès à l'eau potable, un projet cher à ce village, vieux de plus de 5 décennies, est devenu possible grâce au programme présidentiel d'urgence à PPU. Les élus locaux se sont félicités de voir le président de la République tenir ses promesses. Les populations de Kwadio-Miankro ont, au cours d'une cérémonie, exprimé leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Les porte-paroles du village ont salué la vision du chef de l'État, celle d'améliorer le quotidien des populations ivoiriennes. Fini les patrouilles sur les marigots pour la recherche d'eau, fini les achats de pétrole. Vraiment, nous accédons à une autre vie encore plus saine. On voudrait dire de ce pas merci au président de la République qui a fait tout cet effort pour que nous soyons à ce niveau-là. Outre l'adduction d'eau potable, Kwadio-Miankro a également été connecté au réseau électrique national, toujours par le biais du programme présidentiel d'urgence PPU. Au jouir de ces commodités socle de développement, les populations ont émis le vœu de voir la voie menant à Kwadio-Miankro réhabilitée. Une opération de planting d'arbres a ponctué la cérémonie de mise sous pression à Kwadio-Miankro. La Fédération nationale des Dozo de Côte d'Ivoire a initié un séminaire de formation agricole au profit de ses membres. Objectif, leur permettre de mieux pratiquer l'agriculture. Thérèse Tapeyoboué. Ce sont 500 secrétaires des différentes sections de base de la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire qui ont pris part à cette formation aux techniques de production agricole à la salle des fêtes de la mairie de Yamsokro. Il s'agit de rendre ces chasseurs traditionnels, appelés communément d'Ozo, compétitifs dans la production agricole par l'utilisation d'une technologie moderne pour une sécurité alimentaire dans leurs différentes régions. Le conférencier Abdraman So, responsable d'une société industrielle agricole, a instruit ses Dozo sur l'utilisation effective de cette nouvelle technologie pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Au cours de cette rencontre, des engrais biodéposites qui permettent des récoltes bio ont été distribués aux Dozo pour booster leurs récoltes tout en préservant l'environnement et leur santé. Le président de la Fédération des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire, Sori Dosso, a exprimé sa gratitude aux conférenciers et à tous ceux qui permettent ainsi aux Dozo de pérenniser leurs activités, c'est-à-dire l'agriculture, par des techniques modernes, toute chose qui leur permettra de prendre une part active dans le développement agricole du pays. À Touba, l'on a récompensé les meilleurs élèves des cours de vacances qui ont été dispensés justement pendant ces vacances dans cette localité. Ces meilleurs élèves ont reçu des kits scolaires et les enseignants, eux, 1 500 000 francs CFA. Sèche Colia.
Les élèves de la ville de Touba, chef-lieu de la région du Bafing, ont reçu gratuitement des cours pendant les vacances. Une initiative d'un collectif d'enseignants dont le but est de renforcer le niveau des élèves de la commune et de les préparer aux défis de la rentrée scolaire. Pour récompenser les efforts fournis par les enseignants et les apprenants, une cérémonie de remise de dons a été organisée au foyer des jeunes de la ville. En présence des parents d'élèves et autorités coutumières, le premier adjoint au maire de Touba, parrain de la cérémonie, a offert des kits scolaires aux meilleurs élèves, une somme de 1 500 000 francs CFA aux enseignants. Un geste qui, selon Doumbia Adama, traduit la reconnaissance des fils de la région au corps enseignant pour le travail fourni en vue d'une formation de qualité des enfants du Bafing. Pour le parrain de la cérémonie, l'accent mis sur la formation des jeunes sera à coup sûr profitable à la région. Et terminons avec cette information, le gouvernement congolais a annoncé hier lundi lors d'un conseil des ministres présidé par le chef de l'État lui-même la tenue le 25 octobre prochain du référendum en vue de changer la constitution, ce qui permettrait au président Denis Sassou Nguesso de briguer un nouveau mandat en 2016. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.